Salut à tous et bienvenue une fois de plus pour un nouvel épisode de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous remontons le temps jusqu'en avril 2023 pour cette rétrospective d'une exposition radicale à plus d'un titre. Pas de galerie pour cette exposition car l'artiste proposait du 26 au 30 avril une manifestation éphémère dans un lieu de mémoire et un monument national, à savoir le Old Labourers Quarters à Trianon, un endroit historique qui allait de pair avec le propos de l'artiste. En somme, les pièces exposées se positionnaient davantage comme des manifestes et des protestations au même titre qu'un manifeste écrit qui accompagnait la démarche. Heaps and Stacks se voulait une prise de position contre l'accaparement de l'art, de la culture et des valeurs humaines par les logiques du marché, d'un point de vue historique et contemporain. Cet élan a un nom, le Radical Art. Pour rappel, le Radical Art compte un ensemble de courants avec comme tronc commun une vocation militante et souvent iconoclaste. On ne va pas appeler une pièce exposée, une œuvre ou quoi que ce soit. Pas parce que c'est pas ça, mais c'est juste pour attirer l'attention qu'il y ait autre chose. Autre chose, c'est quoi? Un manifeste. Chaque pièce exposée, il a un contenu très particulier qui appelle à des problématiques, qui appelle investigation, interrogation, et c'est bien une proposition. Et à la fin de la journée, chaque dimanche réagit par rapport à sa propre sensibilité ou raisonnement à ce qui est proposé. Continuité, c'est quoi Trianon Labourers Barracks en fait? Laboureur, quand on arrive à un certain temps de travail, une grande expérience, mais dans un baraquement, vous êtes un peu plus confortable. Parce que le laboureur habite dans une hutte en paille avec la terre en bas. Donc, je suis supposé être mieux ici. Mais quand on gagne bien, ce n'est pas si mieux de rien. Parce que dans un petit espace, que je peux trouver là, en fait, c'est deux chambres. Dans une la chambre, il y a parfois ben siada, parfois ben laboureur un peu plus expérimenté, qui habite avec cette famille. C'est-à-dire 10 personnes dans un carré comme ça. Nous cause du lieu en fait, qui fait ici plutôt qu'ailleurs. Il n'y a que le lieu. Il y a trois éléments. Il y a le lieu qui est un choix déterminé. Il y a le texte écrit qui est aussi un travail entier, plus ce qui est montré ici. Alors pourquoi le lieu? Parce que mon bureau est une place historique. Qui fait historique parce que quand on cause l'histoire, surtout dans Maurice, il y a beaucoup côté sombre qui est associé à l'histoire de Maurice. Donc c'est pour attirer l'attention sur l'histoire. Et l'histoire, ses conséquences, aujourd'hui, et comment du monde réagit par rapport à ça. Parce que ce que moi je fais, c'est du radical art. Et radical, comme tout le monde connaît, il veut dire la source, roots. C'est-à-dire que je suis capable, tout simplement, inviter du monde, venir de placer vide. Des autres, mon envie de prendre conscience que l'histoire du pays, c'est autre chose qu'un monument vide. Comme on peut causer l'histoire, moi ce qui intéresse moi, et me dit dans le texte écrit, c'est comment un être humain, d'antan, mais les raisons aujourd'hui, capable de servir du monde pour gagner cash, pour faire l'argent, pour faire profit. Bon, évidemment, il y a tout un discours autre qui est véhiculé pour autre chose. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est le fait historique. Et c'est quand même mieux plus lié à l'esclavage. C'est pas une choix qu'on disait, j'ai envie de vivre là. Moi, j'aime bien le historique parce que moi, l'histoire,
dépasse le cadre de l'histoire, qu'il devient une propriété des habitants du pays. Alors, un mot là, pareil de lui, parce que c'est un mot qui n'est pas très connu, quand nous sommes dans le nuage, parfois nous trouvons une forme, un oiseau, un machin, on appelle ça pareil de lui. Moi, ce que je fais, dans la case de moi, je regarde des images qui apparaissent dans Mirail, dans Pense, etc. Je les redessine, je reproduis une forme. Après, il y a un cercle, un peu partout. Mais tout cercle est un cercle, mais il y a un cercle qui contradictoire en deux. Donc, d'où côté fractal, antinomie, et d'après le titre. Tout objet créé vit un moment et il a la vie à lui. Donc, dans ce contexte particulier, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont ici qui ne peuvent pas retourner la case. C'est-à-dire une fait sur la vie déjà, et une fait sur la vie ici, il y a une photo pour tracer sa présence, mais qui va le détruire. Là, ça a besoin maladif pour dire installer une œuvre d'art, bon, regarde, depuis dans le musée. Non, c'est pas mon propos. Comme souvent dans son parcours, Ismet Ganti rappelait à son public et au paysage artistique mauricien que son art reste foncièrement engagé, une résistance par le biais de l'art plastique caractéristique du mouvement Radical Art dans lequel l'artiste plaçait pleinement cette manifestation. Ce samedi 24 juin, la communauté du rock mauricien vivait un mini-événement, un peu triste d'ailleurs. Après 22 ans d'existence sur la scène rock locale, le groupe Skeptical tirait sa révérence à travers un concert au titre évocateur The Final One. Le groupe Ryoshi, nouvelle formation qui partage beaucoup de liens d'amitié avec le groupe Skeptical, assurait l'ouverture. Cover band assumé, Skeptical aura aussi composé ses propres morceaux. Les fans pourront toutefois se consoler de 5 titres produits par le groupe qui sont désormais accessibles via SoundCloud, ainsi qu'un clip de la chanson The Fall, mise en ligne il y a plus de 9 ans de cela. Mais revenons à la soirée du 24 juin. Le fanbase du groupe était réuni au Big Willy's pour un adieu en bruit et en musique. Quelques jours auparavant, nous avions aussi rencontré 2 membres fondateurs du groupe Skeptical. Un regard en arrière sur Skeptical, peut-être un rappel des origines, de combien de temps vous êtes là, le chemin parcouru. Skeptical, ça remonte à 2001. Ouais, ça fait 22 ans maintenant. C'est un des groupes qui a tenu le plus longtemps peut-être, sur la durée. On a commencé dans les petites salles, petits concerts, 50 personnes, 30 personnes parfois, qui étaient encore très underground, ça allait toujours un peu derrière. Ça a commencé comme ça, faire de la reprise, et puis trouver son son, trouver un peu qu'est-ce qui nous caractérisait. Et puis on a officiellement nommé le groupe Skeptical. Et petit à petit, on avait une envie, un intérêt de faire des lives. Et éventuellement, tous nos sets de reprise, c'était à partir de 2007, on avait la première compo. Et à chaque fois qu'on jouait en live, c'était 10 reprises, une compo. Après, c'est devenu 9 reprises, 2 compos, 8 reprises, 3 compos, et ça continuait comme ça. Après, les compos commençaient à prendre un peu le dessus. On assume complètement le fait de reprendre des morceaux, parce qu'on a tous commencé comme ça, à faire un peu de guitare dans sa chambre, à apprendre les morceaux de Nirvana comme à l'époque. Et ça fait partie de l'ADN parce que c'est quand même ta culture musicale. On a eu l'époque des bootlegs à Smash à l'époque.
On achetait des cassettes, on s'est échangé, on discutait dans la cour de l'école. C'était qui avait telle sensibilité, grunge, métal, thrash à l'époque. On a commencé par de la reprise parce que c'est des mots qu'on aurait aimé avoir écrit. Au fur et à mesure, on est passé de faire du cover pur à donner une interprétation à nos covers. J'étais un super gros fan de Muse et de Metallica. C'est deux groupes que j'écoute beaucoup moins maintenant. C'était tout un challenge d'apprendre la chanson elle-même et de deliver la performance du morceau en live à un public. Et puis quand on a commencé à écrire, là, c'était toute une autre réflexion, toute une autre façon de voir les choses. D'ailleurs, dans nos chansons, on a des influences de ces groupes mentionnés, mais nos chansons ne ressemblent pas du tout aux groupes mentionnés. Quand on a commencé à écrire, on ne s'est pas limité à se dire on va faire un genre de rock. On va faire tel truc, on va s'attacher à un courant particulier. On a voulu faire de la musique qu'on ressentait en fait. Il y a des textes qui sont plus calmes, enfin, plus contemplatifs, il y a des trucs qui sont beaucoup plus énergiques, plus rentre dedans. On a pu concilier toutes nos influences, toutes nos sensibilités. Chaque batteur avait vraiment un style très différent. Mais on ne s'est pas dit non, le batteur est limité à jouer comme l'ancien batteur. Je pense que chaque musicien qui est venu, pas seulement les batteurs, ils ont apporté leur propre touche au morceau. La plupart des morceaux sont venus au feeling. Après, quand la base du morceau est complètement construite, à ce moment, quand on réécoute, là, on se dit oui, là, on peut rajouter ça ici, là, on peut rajouter ça ici, etc. etc. Mais disons que toutes les bases de morceaux qu'on a construites, bah, c'est venu naturellement. C'est un projet passion à la base. C'est un truc de passionné. Parce qu'il ne faut pas se mentir, le rock à Maurice, c'est une toute petite scène. Le métal, c'est encore plus niche. Enfin, dans les années 90, c'était vraiment le truc qu'il fallait être rock pour être un peu cool. Après, bon, les temps ont changé, il n'y a pas de reproche dessus. D'autres influences sont rentrées, il y a eu d'autres styles de musique. Il y a plein de gens qui, à l'époque, étaient très rock, qui ne le sont plus du tout maintenant, par exemple. Par contre, au fil des années, avec d'autres groupes de passionnés, on a quand même réussi à garder la flamme allumée. Que ce soit une petite scène, que ce soit une moyenne scène, que ce soit une grosse scène, que ce soit un festival, on a pu quand même tenir quelque part le flambeau. Est-ce que vous pensez que finalement la vie des groupes de rock, justement à Maurice, elle est quand même nécessairement éphémère? C'est pas que le rock, je pense que tous les styles de musique, tous les groupes, la plupart des groupes sur la scène mauricienne sont éphémères. Sauf si ils se sont fait un nom dans les années 90, à ce moment ils ont pu durer dans le temps. Des moments, des anecdotes par rapport à ça? Trop d'anecdotes. Moi, c'est surtout les sessions passées dans ce salon même. À chaque fois que parce que principalement, c'est Jean-Paul et moi qui composons. Restless, par exemple, non? Ouais. Restless m'a ramené un riff que je ne fais pas très bien entre nous. Non, c'était super intéressant comme série d'accords, mais il le jouait un peu bizarrement et tout. Je me suis dit non, mais attends, on peut caler ça comme ça. Et on a fait un super morceau, d'ailleurs, un de nos plus longs morceaux en fait. Ouais. Qui touche les 6 minutes 30 ou un truc du genre. Je pense que c'est plus facile aussi qu'on soit amis. Le fait d'avoir vécu pas mal de choses ensemble aussi, pas mal d'aventures live, personnelles, et toutes sortes de sorties, toutes sortes de plans, toutes sortes de conneries, toutes sortes de bêtises,
toutes sortes d'ingénieurs son qui fondent, Ah oui, les côtes cassées, les retours qui mangent pas, l'ingénieur son qui oublie sa batterie à la maison, Ouais, et le batteur qui prend sa voiture pour aller chercher sa batterie chez lui pour ramener au concert 1 heure avant le concert. Il y a toutes sortes de trucs. Back to School, où Scat Nickel a joué pendant à peu près 2 heures. On faisait que des reprises et donc le thème c'était se déguiser, mettre l'uniforme du collège dans lequel on était avant. Et moi je suis arrivé en uniforme de Lorette, donc avec la jupe de Lorette et la perruque sur la tête. Il a raccourci sa jupe exprès. Et j'ai raccourci ma jupe. Et il n'y avait pas de taille de chemise blanche que tu mets à l'intérieur de ton uniforme de Lorette là. Il n'y avait pas de taille pour moi, donc j'ai dû couper les manches pour que je puisse bouger mon bras pour jouer à la guitare. Et on a commencé à jouer, je ne sais plus sur quel morceau, peut-être un morceau de Nirvana ou Cranberries, un truc comme ça. C'est Smells Like Teen Spirit, ça. Peut-être Smells Like Teen Spirit. Il y avait une femme dans la scène qui adorait ce qu'elle voyait. La scène était de cette hauteur. Elle a grimpé sur la scène, elle a commencé à secouer sa tête comme ça, secouer ses cheveux. Et ses cheveux sont rentrés dans le headstock de ma guitare. J'ai dû démêler ses cheveux pour pouvoir continuer à jouer alors que le groupe continue à jouer. Votre regard sur le rock. Il y a eu peut-être 20 ans de cela une scène on ne peut plus underground. Certains justement arrivaient à jouer dans des pubs un peu sélects, mais d'autres aussi finalement peut-être se produisaient dans des lieux un peu de fortune. Il y a eu une génération justement de système D, on se démerde côté brut. Aujourd'hui c'est un peu plus structuré pour une niche bien sûr, mais voilà. Vous sentez la démarcation ou vous avez peut-être vécu la transition aussi de ça, je ne sais pas. Quelque part, oui, on a vécu la transition dans le sens que, pareil, voilà, on a commencé dans les petites salles un peu paumées, un peu... Voilà, quoi, il y a 30 personnes. C'est vrai que maintenant, il y a plus de structure, il y a plus de... Déjà, les ingés sons ont évolué avec le temps, l'équipement a évolué, les musiciens ont plus accès à du bon équipement, sont beaucoup plus tech-savvy aussi par rapport à leurs effets, etc. Et il y a eu aussi quelques changements générationnels. La musique a shifté de ce que c'était dans le début 2000, c'était un peu new metal, post-grunge, gros son. On est passé dans d'autres sensibilités, which is fine, hein. Voilà, c'est comme ça. Mais même quelque part, le rock reste toujours un peu niche, un peu marginalisé, parce que on te dit toujours quelque part, ah, vous n'avez pas fait du gros son là, tu vas jouer quelque part, on te dit, ouais, faites de la reprise. Il y a beaucoup de fans bien sûr qui auront, j'imagine, le cœur brisé. Et voilà. Quelles seront les traces? Est-ce qu'il y aura quand même quelque chose qui sera toujours présent pour regarder un peu cette flamme? Il y aura toujours les morceaux qui sont là, enregistrés. On a des morceaux déjà enregistrés sur des plateformes. On a le single déjà, The Fall, qui est tout est sur Spotify, Apple Music. Et The Fall, par contre, on a un clip sur YouTube. Et puis on a aussi un EP qui s'appelle Proof of Existence
avec Burrier, Pop Tarts, Wasted et 10,000 Letters, qui est aussi sur Spotify et Apple Music, sur Bandcamp aussi. Et ça, c'est ce qu'on a enregistré. Et puis, on verra si peut-être. Je pense qu'on va. Il y a des trucs qu'on n'a pas enregistrés, qu'on voudra enregistrer dans le futur. Adieu déchirant pour la communauté mauricienne du rock sans doute, mais avec un son qui déchire. Ce dernier concert du 24 juin restera dans la mémoire des fans. Les membres continuent leur parcours. Ce chapitre laisse bien sûr des traces, notamment avec 5 titres disponibles sur les services en ligne et un clip bien sûr. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition. Voici quelques annonces d'événements en cours à ne pas rater. Transposer la danse classique indienne en peinture. C'est la démarche de Valérie Médard-Ramchun qui propose jusqu'au 16 juillet Echo à l'Acaz flamboyant Bambou. Un petit avant-goût. Echo est tout simplement le résultat d'une recherche au fait. Et l'étincelle est venue lors de ma maîtrise que j'ai complétée l'année dernière en art théorie et où j'avais à faire une thèse sur mes pratiques artistiques. Et c'est vraiment de là que l'étincelle est venue. Et de cette étincelle est né Echo, où je crée des juxtapositions de mes démarches artistiques, de la peinture et de la danse, plus précisément le kuchipudi. Les étudiants du Bachelor of Education, Art and Design du Mauritius Institute of Education, ou MAI, exposent des œuvres réalisées dans le cadre de leurs études jusqu'au 24 juillet 2023. Alors, ils ont exposé leurs travaux du semestre à Modène. Le premier module, c'est Independent Practice, où là, les élèves essayent de prendre tout ce qu'ils ont appris pendant ces 3 dernières années et essayer de faire un projet de leur choix. Les 14 et 15 juillet, une légende mauricienne prend vie en musique à travers le conte musical La légende du Peterboth, un conte écrit par Mélanie Pérez, une musique signée Jean-René Bastien et une mise en scène assurée par Ashish Bissundial, pour ne citer que quelques noms contribuant à ce projet. Nous avons rencontré l'un des acteurs en coulisses. Alors, donc oui, c'est vrai que c'est une première pour moi par rapport à une comédie musicale. Les amis m'ont joué dans une comédie musicale. Je chantais, par contre, d'avant, mais maintenant c'est l'occasion pour moi justement d'être sur les planches en tant qu'acteur, mais aussi en tant que chanteur. Mais bien évidemment, j'ai encore tout à apprendre. Mon cours, il reste un paquet d'affaires pour apprendre au niveau du chant. Mais moi, j'ai une bonne base, donc qui permet de jouer ce rôle-là pour mon premier comédie musicale. Je pense pour du monde qui a vraiment une bonne maîtrise de la voix au niveau du chant. C'est une affaire extrêmement fun. Pour moi aussi, c'est une affaire marre fun, mais c'est juste qui bon, acharné de travail et que je suis content de faire des affaires bien. Donc du coup, c'est marre fun, mais je prends les marre au sérieux aussi.
Sur cette note, nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.